Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Pauline Rittaud, trentenaire et luthière à Angers. J'ai rencontré Pauline grâce au podcast Avez-vous choisi. Pauline a découvert mon travail d'abord à travers mon interview de Jennifer de My Agenda, dont elle utilisait déjà les superbes agendas écologiques, puis à travers mes billets et les interviews qui ont suivi, notamment celle de Matou, angevine comme nous. Pauline m'a confié apprécier les podcasts en général, qu'elle aime écouter lorsqu'elle travaille dans son atelier ou lors des marches auxquelles elle s'adonne chaque jour pour prendre l'air et se mettre en mouvement. Après être entrée en contact par les réseaux sociaux qui m'ont permis de découvrir son travail, ses créations instrumentales et sa passion pour la lutherie, j'ai eu envie de rencontrer Pauline pour échanger de vive voix sur le choix du métier de luthière, sur son parcours et sur la place du choix dans son métier. Angevine pure souche, comme elle le dit, Pauline a choisi de revenir s'installer à Angers après ses études en France et en Grande-Bretagne et d'y créer son atelier de lutherie. Passionnée par la lutherie depuis son plus jeune âge grâce à son père, musicien et luthier autodidacte, qui lui a transmis son amour de la lutherie, Pauline a eu à cœur de se construire un parcours d'élève puis d'étudiante qui lui permettrait de donner forme, ligne par ligne, à sa portée musicale, avec l'espoir d'un jour écrire et composer sa partition singulière de luthière. Et c'est ce qui s'est passé, au prix de travail bien sûr, d'engagement, de coups durs dont elle s'est relevée, de doutes, d'audace, de choix et du soutien de ses proches sur son chemin. Pauline m'a reçue chez elle, où elle a ouvert son atelier il y a quelques années. Là, au milieu des instruments à cordes terminés ou en cours de fabrication, et de ses nombreux instruments et outils de luthière, Pauline et moi avons parlé de son parcours et du choix, autour d'une bonne tasse de thé et de quelques douceurs angevines. Dans cet atelier cocon, Pauline œuvre entourée d'objets, de photos et de matériaux qui sont autant de sources d'inspiration pour son travail. Ma rencontre avec Pauline, la découverte de son métier et de son univers ont été l'occasion d'une nouvelle conversation profonde et réjouissante autour du thème du choix. Au cours de notre conversation, Pauline et moi avons parlé entre autres d'orientation et du choix du métier de luthière, de sa passion pour la lutherie qui remonte donc à son enfance et de son envie déterminée de devenir luthière, d'étoiles dans les yeux et de transmission, du nouveau champ des possibles qu'un échec à un concours a permis d'ouvrir sur son chemin, des rencontres inspirantes et des conseils qui nous aident dans nos choix, de l'importance et de la puissance du soutien des proches, du réglage de l'âme d'un instrument, des choix qui composent la création d'un instrument du quatuor à cordes, du choix de s'ouvrir aux autres sonorités, de rencontres entre l'instrument et l'instrumentiste, d'entrepreneuriat, de doute et d'audace, d'être solitaire dans l'atelier et solidaire dans une communauté de pairs, de créer sa place dans un univers professionnel qui ne nous attend pas vraiment et du choix de vivre son métier à sa façon, d'un projet de création instrumentale à quatre mains et d'hommage musical, de liens, ce lien entre un rêve et un métier, entre une fille et son père, entre une luthière et des musiciens. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Merci à toi. C'est avec plaisir de te recevoir à l'atelier. Oui, merci effectivement, puisque tu me reçois chez toi et c'est aussi ton atelier. Donc tu es luthière. Oui. J'avais très envie qu'on puisse parler ensemble de ton parcours et puis de la place du choix dans ce métier aussi de la lutherie. Oui. Donc tu es angevine. Oui,
pure souche. Pure Une vraie souche. Angevine. Oui, Voilà. Et donc tu es luthière. Et c'est vrai que moi, c'est un métier que je connais un petit peu parce que je suis musicienne, même si j'ai pas pratiqué un oui. instrument à cordes. Mais spontanément, je suis pas sûre que ce soit un métier qui soit très connu, pas forcément aussi un métier très répandu, pas forcément non plus un métier très féminisé. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier de luthière. Alors, je vais juste quand même revenir. C'est quand même un métier qui est de plus en plus connu. Je ne pourrais pas chiffrer aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas combien de luthiers il y a en France, mais on est quand même nombreux. Rien que sur la ville d'Angers, on est une dizaine de luthiers. Et il y a quand même de plus en plus de femmes. Ça y est, c'est un métier qui se féminise et on dit luthière et luthier pour les hommes. Donc ça, c'est chouette. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et comment je suis venue à la lutherie? En fait, ça peut faire très cliché, parce que souvent, c'est ce qu'on entend dans les reportages, qu'un jeune luthier a eu cette passion-là dès sa plus tendre enfance. Et en fait, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le cas. En fait, j'ai un papa qui est musicien, qui est très passionné par la lutherie, vraiment avec un grand P, très passionné. Et naturellement, en fait, il m'a transmis sa passion. Donc j'ai demandé à apprendre le violon, toute petite. Et puis, tout mon parcours scolaire, en fait, s'est tourné pour des études de lutherie, en fait. J'avais toujours cette envie, en fait, de faire de la lutherie. Donc voilà, et puis quand j'étais petite, mon papa était ami avec un luthier qui est aujourd'hui décédé, qui habitait aussi dans la Doutre à Angers, où on allait pratiquement toutes les semaines dans son atelier, et moi, petite, j'avais des étoiles dans les yeux de voir cet atelier, cette ambiance, ces odeurs en fait. Donc voilà, tout ça en fait a concrétisé le fait que j'avais envie de travailler autour des instruments du quatuor. Voilà, je pense que quand j'étais petite, je disais lutherie, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Et puis, au fur et à mesure des années, mon parcours scolaire, je l'ai vraiment formé autour de ce projet-là. J'ai pu faire des stages en magasin de musique et chez des luthiers avant même de rentrer en école de lutherie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, quand il a fallu faire les inscriptions pour les écoles de lutherie, donc il y en a une en France, une en Italie, une en Allemagne, une en Angleterre, à peu près une dans chaque pays. J'ai fait les concours en fait pour celle de France. Et malheureusement, j'ai pas été acceptée la première année. Donc là, ça a été vraiment une grosse déception. Donc il a fallu trouver une année de secours en attendant de retenter. Et du coup, je suis allée dans le centre de la France, à La Châtre, où il propose une formation d'initiation à la lutherie, où en fait on apprend pendant une année à travailler par groupe de 2-3 personnes sur les banjos, les cornemuses, les vielles à roue, le violon. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble de la lutherie. On ne peut pas dire qu'à la fin de cette formation-là, on est luthier, mais ça permet d'avoir les bases de la lutherie, d'apprendre les différents types de bois. Et surtout, il y avait beaucoup de stages chez les luthiers. Donc du coup, moi, ça m'a permis de découvrir différents ateliers, alors plutôt dans l'ouest de la France, et de monter vraiment un bon dossier pour retenter ma chance en école de lutherie en France, et du coup en Angleterre et en Italie. Donc là, je me suis présentée à ces 3 écoles-là la seconde année, et j'ai été prise dans les 3 écoles. Félicitations. Merci. Et du coup, il a fallu choisir entre les 3 écoles. Donc ça n'a pas été évident. Après, j'ai rencontré une luthière au Ponce qui s'appelle Andrea Franzen, qui m'avait conseillé d'aller à Newark, en Angleterre, passer les entretiens. J'ai suivi ses conseils. Et puis, à force de discuter avec elle, avec une autre luthière de Nantes, Ariette Kerr, qui a fait aussi Newark, ça me donnait vraiment envie d'aller dans cette école-là. Et c'est vrai qu'elle a un charme
On ne peut pas trop la décrire, mais elle a vraiment un charme, cette école, comparée à d'autres écoles, en fait. Et justement, ce choix d'aller vers l'Angleterre, est-ce que l'anglais a été pour toi, ça a pu être un frein ou c'était quelque chose de... voilà, c'était comme ça, t'allais faire ta formation en anglais et c'était ok? Non, c'était quand même un frein, parce que je ne parlais pas du tout anglais. J'avais un niveau vraiment médiocre. Et du coup, en Angleterre, les entretiens se font donc en anglais, mais on avait l'autorisation d'avoir un traducteur avec nous. Par contre, ils nous acceptaient sous condition que les 2 mois d'été avant la rentrée scolaire, on prenne des cours intensifs en anglais pour au moins avoir quelques bases à la rentrée, quoi. Que tu sois pas complètement perdu en termes, que la langue ne soit pas un frein complet à ton expertise technique en fait, et à ton développement d'expertise technique. Oui, parce que effectivement, c'est une école en fait qui reçoit énormément de Français, beaucoup d'Européens et aussi quelques Asiatiques. Donc c'est vrai que ça parle énormément français. C'est pour ça qu'au bout des 3 ou 4 années d'études, on n'a pas forcément un super niveau en anglais, malheureusement. Mais par contre, les cours se font complètement en anglais. On a des books avec les cotes de la lutherie, tout est en anglais. Donc il faut quand même... Et avec les mesures anglaises du coup les inches. Les inches, ah oui, donc là tu as aussi dû apprendre une gymnastique intellectuelle qui n'a rien d'évident. Transformer des inches en centimètres, bon courage. C'est ça. Après voilà, ils sont quand même très ouverts et du coup on avait aussi les centimètres, mais on avait les deux, ouais. Et je regrette pas du tout, même si c'était beaucoup de stress au début, de partir en Angleterre. Mais c'était une super expérience et si c'était à refaire, je repartirais les yeux fermés dans cette école. Et tu es partie à quel âge du coup dans cette école? Tu avais quel âge quand tu es partie pour l'Angleterre? Bonne question. Peut-être 23 ou 24 ans. D'accord. Donc si on retrace ton parcours, tu as fait... est-ce que tu as passé un bac ou tu étais déjà dans une formation? Oui, tu étais dans un bac... Alors j'ai passé un bac pro commerce où pendant les 4 années donc, de BEP et bac pro, j'ai pu faire des stages en magasin de musique et chez les luthiers. En fait, vraiment, mon parcours scolaire était vraiment ciblé sur la lutherie. J'avais quand même des difficultés à l'école d'apprentissage, donc je n'ai pas pu faire un bac général. C'est pour ça que je me suis tournée vers un bac professionnel, dans l'idée quand même de continuer dans des études de lutherie. Ta finalité était déjà très claire en fait. C'était trouver le chemin qui était le plus adapté à toi à ce moment-là pour te permettre déjà d'accumuler un certain nombre et de compétences et d'expériences dans la lutherie et dans l'univers complètement. De la lutherie. Et puis du coup, quand j'ai eu mon bac pro commerce, la même année, je suis tombée amoureuse de mon ami avec qui je suis toujours. Et donc là, j'ai pas remis en doute le fait de continuer pour faire des études de lutherie, mais j'ai eu du mal à quitter Angers en fait. Donc il m'a fallu quand même une année de transition. Et du coup, j'ai fait une année d'art appliqué dans une école sur Angers, où finalement, ça m'a appris quelques techniques en dessin. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça me sert quand même. C'est pas perdu, c'était pas une année perdue. Et tu as réussi à transférer ces compétences que tu as apprises du geste du dessin, j'imagine, du geste créatif aussi, que tu as réussi à injecter dans ta pratique maintenant de luthière? Je pense, oui. Parce que du coup, à Newark, en Angleterre, on n'apprend pas du tout la technique du dessin. Donc je pense que ça m'a servi, c'est pratiquement sûr en fait. Et du coup, après cette année de mise à niveau en art appliqué, je suis partie à La Châtre dans le Berry pour ma formation initiale en lutherie et ensuite mes 3 années en Angleterre. Ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, ton objectif, il était très très clair. Et puis, il y a eu, comme dans tout chemin de vie, il y a eu des événements, des étapes, des obstacles aussi, comme cet échec à cette première tentative, à ce concours. Et on sait que les concours, on sait à quel point c'est pas évident, c'est pas parce qu'on est bon que ce jour-là on est bon aussi, et que y en a peut-être d'autres qui sont encore meilleurs que nous ce jour-là. Et donc tu t'es confrontée assez tôt en fait à une embûche assez significative sur le chemin de ton rêve. Et en même temps tu as tout de suite su transformer ça en ok, c'est quoi le cadeau en fait ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et cette année que tu as passée
à découvrir un petit peu plus. C'était dans quelle région, tu disais ? Dans le Berry, dans le centre de la France. Dans le Berry, donc d'aller vraiment découvrir avec d'autres personnes ce qu'était la lutherie, d'aller en tout cas compléter ce que tu savais déjà de ce qu'était la lutherie. Ça t'a aussi permis de fourbir tes armes pour cette deuxième tentative qui a été plus que fructueuse là, puisque là tu as eu le choix en plus de et c'est ça, bon, oui. Je vais où maintenant et je continue comment ? Non, c'est vrai que cette année dans le Berry, elle a été complémentaire pour ses entrées en école de lutherie, et je pense que sans cette année-là, ça aurait été compliqué de former un bon dossier pour les 3 écoles, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est une année où j'ai pas forcément appris les bases de la lutherie du quatuor, mais ça m'a aussi donné une ouverture d'esprit sur la musique en général et pas rester cloisonnée dans la musique classique. Dans le Berry, c'est vraiment une culture de musique traditionnelle, très peu de musique classique. Et c'est très enrichissant en fait de rencontrer des musiciens qui sont du monde traditionnel et pas du monde classique. Ils ont une autre ouverture au niveau de la musique, au niveau de l'instrument. C'est pas du tout les mêmes cotes en termes de confort. Et je pense que oui, cette année-là, elle m'a vraiment ouverte les yeux sur la musique en général. Même si moi, je n'ai jamais été formée qu'à la musique classique, de par mon papa qui est banjoïste, qui joue du banjo, de la musique old-time des Appalaches. Donc c'est pas du tout de la musique classique. Donc c'est vrai que voilà, je pense que les deux m'ont beaucoup apporté en fait. Ça t'a ouvert aussi le champ des possibles, j'imagine. Complètement. Ensuite, pour ta propre expertise technique, de te dire si je crée un instrument pour un instrumentiste classique, j'aurais peut-être pas les mêmes questions, les mêmes approches que pour un instrumentiste de musique plus folklorique, plus... Mais oui, voilà. En fait, je m'en suis vraiment aperçue là récemment, parce que j'ai eu la chance de vendre des violons de ma fabrication à des musiciens classiques et récemment à 2 musiciens du monde traditionnel qui jouent de la musique irlandaise. Et du coup, effectivement, en travaillant avec eux, je me suis vraiment rendu compte pour le coup que, alors oui, ce sont les mêmes instruments, c'est un violon, mais on n'a pas le même confort de jeu en termes de hauteur de corde. Je ne sais pas si tu vas voir. Si, moi ça me parle. Mais voilà. N'hésite pas à expliquer si tu veux détailler en quoi ça peut être important. En fait, la hauteur de corde, c'est très important pour le confort du jeu du musicien. Un musicien classique, il va vraiment détailler un par un tous ses doigts sur l'instrument, enfin le manche en tout cas, alors qu'un musicien irlandais, il va très vite avec ses doigts, il a besoin de glisser facilement, donc la hauteur de corde qui se trouve sur le manche de l'instrument doit être abaissée en fait. Ça joue pas forcément au niveau du son, mais ça joue surtout au niveau du confort en fait du musicien. Donc tout ça, c'est vrai que c'est hyper enrichissant pour un luthier en fait. De comprendre qu'un instrument est peut-être bien pour quelqu'un, mais pour une autre personne, le même instrument devra avoir quelques changements en fait. Et c'est aussi confortable pour un instrumentiste d'avoir un luthier ou une luthière en face de lui qui comprend ça et voire même qui devance ça en termes de besoins pour l'instrumentiste. Ouais, en fait, moi je pense comme la plupart des luthiers, si on n'arrive pas à se comprendre avec le musicien, ça sert à rien de continuer ensemble sur la fabrication d'un instrument ou sur des réglages de sonorité. C'est très important et je pense qu'on a besoin de se comprendre mutuellement. Donc c'est vrai que si déjà ce feeling-là ne passe pas, je pense que le mieux c'est d'aller voir un autre luthier jusqu'à temps de trouver le luthier qui pourra comprendre le musicien. Et ça, pour moi, oui, c'est très très important. Ouais. Parce que c'est quand même leur instrument, c'est toute leur vie aux musiciens. C'est leur bébé quelque part, c'est aussi nos bébés à nous, parce que quand ils partent de l'atelier, ça nous fait quelque chose. Et on est content de les revoir un an après pour la révision annuelle, comme les voitures un peu. On demande à revoir les instruments pour voir si rien n'a bougé au niveau de l'âme. Donc c'est une pièce qui est à l'intérieur de l'instrument, qui n'est pas collée, qui est juste ajustée. Et sans âme, l'instrument ne sonne pas en fait.
Et c'est un réglage qu'on doit faire avec le musicien, mais c'est des réglages de dixième de millimètre. On bouge vraiment très peu l'âme pour avoir la sonorité la plus optimale, homogène que le musicien souhaite. Donc effectivement, on demande cette révision annuelle et nous, ça permet de voir l'instrument s'il n'a pas trop bougé, etc. Avec les variations de temps, les musiciens qui voyagent énormément en avion, etc. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi de revoir l'instrument quelques jours à l'atelier et puis de le revoir partir pour de belles heures musicales. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi, ouais. Tu as dit une phrase que je trouve très belle, c'est que sans âme, l'instrument ne résonne pas. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une très belle phrase et qui est une phrase qu'on peut transposer en fait à la vie en général. C'est vrai, complètement. Et quel lien tu fais justement entre... tu parlais de cet attachement très profond en fait de l'instrumentiste à son instrument. Il y a un lien très charnel, très... voilà, c'est une partie, c'est un ami en fait. Ça peut parfois être un ennemi quand ça marche pas comme on voudrait aussi. Mais il y a un lien très... oui, c'est pas un objet en fait. Voilà, il y a un supplément d'âme dans cet objet-là. Et savoir que voilà, sans âme... L'instrument ne résonne pas, c'est un peu la même chose pour l'instrumentiste. Oui. Et c'est un peu la même chose pour l'être humain en général. Complètement. Et puis souvent on le dit, dans un instrument, nous on y met tout notre cœur, toute notre âme quand on le fabrique. Donc c'est vrai que cette notion d'âme, elle est vraiment partout autour de nous, de la lutherie, mais je pense en règle générale, et pour tout humain, ouais, c'est sûr. Et quels sont les choix justement qui sont essentiels à faire pour toi en tant que luthière quand tu crées un instrument de musique, que ce soit un violon. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu fabriques tous les instruments à cordes ? Alors, je fabrique les violons, les altos qui sont comme un violon, mais c'est vraiment la taille au-dessus du violon, c'est une sonorité plus grave, et les violoncelles. Les contrebasses, je ne les fabrique pas, je les répare s'il y a besoin. Et après, tout ce qui est la famille des guitares, c'est pas du tout dans mon domaine de compétences, c'est vraiment bien spécialisé en fait. Donc moi, c'est vraiment violon, alto, violoncelle en fabrication et contrebasse en restauration. Et tu continues à jouer du violon d'ailleurs, parce que tu disais que tu t'étais mise au violon, oui. Alors, je continue un petit peu, mais au grand désespoir de ma prof que je vois régulièrement, qui m'a dit l'autre jour, qui m'a posé la question si je voulais reprendre des cours de violon avec elle. Pour le moment, non. Pour le moment, je préfère aller écouter des musiciens jouer en concert plutôt que moi de jouer. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus luthière que musicienne. Je ne dis pas qu'un jour, pourquoi pas, je reprendrai des cours. J'ai encore des bonnes bases. J'arrive à tester mes instruments. Et pour le moment, ça me suffit. Ouais. Et je prends vraiment plaisir à aller écouter les musiciens en concert, notamment au Grand Théâtre à Angers lors des mardis musicaux, qui a lieu du mois d'octobre à juin à peu près. Et c'est vraiment un lieu magnifique. Et on s'y sent bien à écouter un petit quatuor qui vient jouer avec des belles sonorités. Et puis je pense que c'est important aussi pour les luthiers de faire cette démarche-là, d'aller écouter les musiciens, même si ce n'est pas nos instruments qui sont sur scène. Ça permet aussi, nous, de nous ouvrir au niveau de notre oreille, d'entendre d'autres sonorités, de d'autres instruments, de d'autres luthiers. Donc c'est un travail, mais c'est surtout un plaisir d'aller les écouter. Et je pense que c'est très important de le faire. Ouais. Et ça permet d'ouvrir là aussi le champ des possibles, j'imagine, d'éviter de travailler hors sol, d'être vraiment dans la vie de la musique et de cette fameuse âme que tu cherches à faire résonner avec l'instrument. Et là, du coup... Quand on est dans les concerts, on comprend pourquoi on est luthier et toutes nos interrogations qu'on a, parce que c'est pas toujours évident d'être entrepreneur. Toutes ces interrogations s'échappent au fur et à mesure des notes des musiciens en fait. Parce que là on prend vraiment conscience que oui, on est aussi important pour eux et que notre métier est beau en fait. Donc ça fait vraiment du bien, ces petits moments. Rien qu'à nous. Oui, ça remet encore plus de sens aussi à ton activité au quotidien et aux choix que tu fais au quotidien pour créer ces instruments. Ah oui, complètement. Ça rebooste. Moi, le lendemain d'un concert, j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Je suis à l'atelier, mais mon cerveau est un peu encore avec ces musiciens-là et je me dis...
Ben oui, allez, c'est parti, on continue la fabrication du violon, ou de l'alto ou du violoncelle. Ça servira à un musicien qui se produira aussi sur scène un jour ou l'autre. Donc c'est un booster en fait, d'aller les voir. Et alors justement, quels sont les choix que toi tu as à faire, que tu choisis de faire quand tu crées un instrument? Alors il y a beaucoup de choix. Ça commence par le choix du modèle de l'instrument. Du coup, je pense que tu as dû déjà entendre parler de Stradivarius, voilà, qui est vraiment le maître de la lutherie. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Guarneri, Amati, je ne vais pas tous énumérer, mais il y en a beaucoup. Donc déjà, nous, en tant que luthier, on doit choisir le modèle qu'on va choisir. Si on part sur un Stradivarius ou sur un Guarneri, les sonorités ne sont pas du tout les mêmes à la fin de la fabrication de l'instrument. Donc voilà. Après, c'est aussi des sensibilités qu'on a. Moi, c'est vrai que pour le moment, je suis plus sensible à la lutherie de Stradivarius pour les violons et Guarneri pour les altos. Donc je choisis mon modèle. Donc je le redessine de A à Z avec des dessins techniques. Et une fois qu'on a dessiné notre modèle, on doit choisir notre bois. Donc pareil, ça c'est une grosse question. Mais oui. Et ça peut prendre combien de temps de choisir? Est-ce que c'est de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire que tu as des morceaux de bois sous les yeux et tu te dis c'est celui-là pour cet instrument-là et peut-être pour cet instrumentiste-là aussi? Oui. Alors si c'est en termes de commande, parce que les musiciens classiques au bout d'un moment commandent leur instrument, donc effectivement là on travaille avec eux, on leur demande en amont ce qu'ils souhaitent comme sonorité et comme rendu, comme aspect à la fin du bois. Alors certains musiciens font vraiment cette démarche-là, d'autres font complètement confiance au luthier. Donc du coup après nous aussi on sait en fonction du bois qu'on va choisir quel type de sonorité donnera l'instrument à la fin. Et puis à la base quand on choisit notre bois on choisit chez des spécialistes et déjà à ce moment-là on essaie de créer des sets de bois, donc la table dessus de l'instrument avec le fond de l'instrument qui sont deux essences de bois différentes en fait. Ah, d'accord. Ouais. Donc la table c'est en épicéa et le fond, les côtés et le manche ce sont en érable ondé. Et en fait c'est la rencontre de ces deux bois qui font qu'on a la sonorité du violon au jour d'aujourd'hui, avec un bois très dense et un bois moins dense, un peu plus mou comme l'épicéa. Donc du coup, quand on est chez les fournisseurs, nous, on a des calculs que l'on fait sur la densité, le poids du bois. C'est très très important. Donc voilà, et puis on commence à créer nos petits sets comme ça. Et puis après, faut laisser sécher le bois pendant plusieurs années. Donc le bois, par exemple, que là j'ai acheté récemment, je pourrais pas l'utiliser dans 1 ou 2 ans. Il faut que j'attende minimum 5 ans. 10 ans, 15 ans avant de l'utiliser. Il faut vraiment qu'il soit stabilisé, sec pour le travailler. Et c'est toi qui le fais sécher ou tu t'en remets à quelqu'un d'autre pour s'occuper de cette phase de séchage? Ouais. D'accord. Non, c'est nous qui le stabilisons dans nos ateliers en fait. Et du coup, le choix du bois est extrêmement important à la base. Une fois qu'on a choisi notre bois, donc on peut se lancer dans la fabrication. Encore une fois, c'est une question de choix, de technique, pour essayer d'avoir un rendu final homogène et encore une fois sur la sonorité de l'instrument que le musicien souhaite. Donc voilà, on se lance dans la fabrication. À la fin, il y a encore cette question de choix qui vient pour les accessoires de l'instrument. Donc quand je parle d'accessoires, c'est les chevilles sur le manche pour accorder l'instrument, le cordier là où on attache les cordes. Ça, on a un choix de palissandre, d'ébène ou de buis. Donc ça, c'est à nous de choisir aussi. Ou alors, si le musicien a plus de sensibilité pour un terme de bois, on met le type de bois qu'il préfère. Et puis il y a le vernis aussi. C'est aussi une question de choix. Est-ce qu'on veut un vernis plutôt à tendance ambre rouge, ambre orangé, ambre jaune? Voilà, ça c'est aussi un choix. Et puis
Ce qui est compliqué aussi, c'est quand on continue dans la fabrication d'instruments, de se dire stop, c'est bon, on a fini l'étape, on passe à l'autre étape. C'est pas toujours évident de se dire c'est bon, là on passe demain à une autre étape de l'instrument. Oui. Et c'est quoi justement ton critère pour te dire alors il y a chaque étape et puis il y a aussi ça y est, l'instrument est terminé. Ouais. Quel est ton critère ou tes critères qui te permettent d'affirmer ça y est, là c'est bon, c'est terminé. Alors sur la table et le fond de l'instrument, on fait des calculs de poids, de densité et de notes. En fait, quand nos plateaux, la table et le fond sont bien à part, on tape sur l'instrument pour nous donner une note. Et en fait, entre le poids et la note, ça nous donne un résultat qui fait que là, on se dit l'instrument est à sa bonne position pour sonner. Faut qu'on accorde en fait la table et le fond à un ton, un demi-ton d'écart. Donc là, c'est surtout ça qui nous guide sur la table et le fond, la flexibilité des plateaux. Ce qui est compliqué de se dire c'est bon, là on a fini, c'est sur toutes les finitions de l'instrument. On a toujours envie de donner le meilleur et on se dit ah non, là on pourrait reprendre encore à un endroit sur la volute par exemple. Ah là mon chanfrein il est pas tout à fait droit, je pourrais le reprendre, etc. Ça c'est compliqué, mais au bout d'un moment on en a marre aussi de reprendre, on sait plus où on va, donc je pense que là c'est le bon moment pour se dire stop, on passe à autre chose. De considérer que là le travail est suffisamment bon pour que l'instrumentiste puisse s'approprier aussi l'instrument et le faire résonner comme il peut résonner. Oui. Et même avec les musiciens, quand on fait des réglages de sonorité, ça peut durer des heures aussi, parce qu'au bout d'un moment, on se dit on peut toujours donner mieux en faisant des réglages d'âme et de chevalet. Mais au bout d'un moment, il faut se stopper, parce que l'instrument, il a besoin aussi, lui, de se restabiliser. Et puis, des fois, c'est pas l'instrument qui a un petit souci. Souvent, c'est les musiciens qui sont un peu tendus, crispés, et l'instrument va très bien. Donc, certains musiciens, pour le coup, s'en rendent compte, et c'est chouette, mais c'est pas toujours le cas. L'instrument, il peut avoir des capacités limitées. Il peut-être que c'est comme nous, le lundi moins bien sonner, puis le mardi mieux sonner. Ça dépend aussi de la technique du jeu du musicien. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire stop, il faut détendre tout le monde, et puis le lendemain, ça ira mieux. Ouais. J'ai l'impression que tu es très attentive à la qualité de la rencontre, en fait, entre l'instrument et l'instrumentiste. Oui, mais pour moi, c'est une grande part du travail, en fait. L'instrument, il a beau bien sonner, s'il n'y a pas une rencontre déjà avec le musicien et l'instrument, eh bien, la sonorité, elle sera jamais là tout au long de la vie. En fait, il faut déjà que l'instrumentiste rencontre son instrument. Et c'est à nous aussi de les guider. Quand ils ont un choix possible sur, par exemple, 3 altos, et qu'ils viennent tester 3 altos à l'atelier, moi, je les laisse les tester, mais je dis aussi à la fin mon opinion. S'il y a un instrument qui ne leur convient pas, je leur dirai, parce que pour moi, il peut mieux sonner, mais peut-être dans les mains d'un autre musicien. Et puis, pour moi, c'est très important, en fait. Et qui est-ce qui choisit qui, finalement ? Est-ce que c'est l'instrumentiste qui choisit son instrument, ou est-ce que c'est l'instrument qui choisit l'instrumentiste ? Bonne question. Je pense quand même que c'est l'instrumentiste qui choisit son instrument, ouais. Quand ils ont le choix, oui. Ouais. Et avec l'appui, l'intérêt aussi d'avoir le soutien du luthier ou de la luthière, dans justement ce regard un peu extérieur, qui est à la fois qui connaît l'instrument, puisque c'est toi qui l'as fabriqué, mais aussi avec la possibilité de dire, voilà, avec ce que je sais, ce que je connais de la lutherie, ce que je connais de la musique aussi, voilà ce qui est, à mon avis, l'instrument qui vous convient le mieux. Oui, moi honnêtement alors peut-être qu'il y a d'autres luthiers qui ne le font pas. Moi ça me tient vraiment à cœur, je ne veux pas mentir. Pour moi, si l'instrument ne leur correspond pas et qu'ils ne trouveront pas chez moi, eh ben tant pis. Il y a d'autres luthiers qui existent, et en fait il faut savoir que c'est un métier, c'est un beau métier, mais c'est un métier de requin. Et on ne laisse pas la place à nos concurrents.
Et ça, je trouve ça dommage. On peut tous évoluer, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de scrupule à me dire si l'instrument leur correspond pas, je préfère qu'ils aillent chez un autre luthier. Que de leur vendre un instrument où peut-être dans 3-4 ans, ils vont être obligés de rechanger d'instrument parce qu'ils se seront rendus compte eux-mêmes que l'instrument leur correspondait pas. Voilà, alors peut-être que je suis trop honnête, mais non, moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que je vais continuer à fonctionner. Ouais. On entend beaucoup de sincérité dans ta démarche et l'important d'être cohérente en fait entre ce que tu construis, ce que tu proposes et ce avec quoi tu as envie de voir les gens repartir en fait de ton atelier. Oui. Encore récemment, 2 altistes qui sont venus pour 2 altos. Ils étaient ravis de repartir avec chacun leur alto. Et pour le coup, il y a un des musiciens, il y a un des altos qui lui correspondait pas, plutôt l'autre. Et inversement pour l'autre altiste. Et au jour d'aujourd'hui, ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont contents, que la sonorité évolue, que eux, leurs jeux ont évolué. Et tout ça, ça nous donne aussi confiance en nous en tant que luthier, parce que c'est pas évident aussi d'avoir de la confiance en soi quand on commence dans le métier. On a un peu aussi le syndrome de l'imposteur, comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas facile, on se sent pas toujours légitime d'être à cette place-là. Et les musiciens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais leurs petits SMS échangés, ça nous donne énormément en fait. Et ça nous dit, oui, je vais continuer sur ce chemin-là. Ça nourrit ta flamme en fait, ça te confirme que tu es sur le juste chemin pour toi et que tu apportes, que tu contribues aussi à leur vie musicale. Ouais, complètement. Ça donne confiance en soi, on se dit, oui, c'est peut-être pas toujours évident d'en vivre au début, mais on doit passer par là et un jour ça ira mieux. Et puis ça conforte vraiment dans le choix de continuer sur ce chemin-là, c'est sûr, ouais. Parce que ce que tu évoques là aussi, c'est un point important, c'est que tu as à la fois ton expertise, tu as fait des études, tu as développé ton expertise en tant que luthière, et puis il y a un autre métier qui est celui d'entrepreneur. On en a un petit peu parlé avant de commencer l'enregistrement. Et effectivement, on n'apprend pas forcément, on peut être le meilleur expert du monde, et puis être entrepreneur, c'est encore une autre démarche, c'est des compétences complémentaires qui vont permettre de faire rayonner son expertise, mais on est bien sur un métier différent. Complètement, qui n'est pas donné à tout le monde aussi, c'est pas évident. C'est vrai qu'à l'école, on nous en parle pas forcément, on n'a pas de cours sur l'entrepreneuriat. Je pense aussi que ça s'est vraiment développé, mais pas qu'en lutherie, les dernières années. C'est pas évident, hein. Au début, la première fois qu'on reçoit par exemple un musicien à l'atelier, on stresse, on fait les 100 pas dans l'atelier, on sait pas comment le recevoir parce que ça on l'a pas appris à l'école. Et lors des expériences dans différents ateliers, on ne l'apprend pas forcément parce qu'on est à l'établi, on n'est pas à accueillir les clients. Alors ça dépend des ateliers, mais voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout le côté administratif qu'on n'apprend pas, mais qu'on apprend au fur et à mesure. Et pour le coup, moi je trouve ça très formateur en fait. Alors j'apprends tout toute seule au niveau de l'entrepreneuriat, mais je pense que je fais des échecs et puis j'avance et ça me permet d'apprendre énormément, ouais. Oui, c'est ça. C'est des obstacles plus que des échecs. Oui, pardon. Oui, et puis, du coup, tu rebondis et tu trouves d'autres solutions, comme tu as su le faire suite à ce premier échec, si on veut, que tu as rencontré sur cette première tentative de concours. Et finalement, tes ressources, tu as su les mobiliser pour avancer autrement et pour voir même ouvrir encore plus le champ des possibles. Donc... Oui. Et puis, c'est vrai que le métier de luthier, mais comme d'autres métiers, j'imagine, c'est un métier où on apprend tout au long de notre vie. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est complètement similaire. En fait, on apprend tout au long de notre vie. Et c'est important parce que je pense que si on reste sur nos bases, on avancera, mais petit à petit, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, justement, de créer ton propre atelier de lutherie ? Alors, c'était pas forcément une envie de m'installer tout de suite, en tout cas.
J'avais envie comme beaucoup d'étudiants en fait, de continuer à apprendre chez les luthiers en sortant d'école, parce qu'en sortant d'école on a juste les bases. Et en fait on se rend compte que quand on fait des stages chez les luthiers, on a l'impression de ne plus rien savoir. Toutes nos techniques changent, nos méthodes, on est complètement perdu. Donc du coup j'ai fait plusieurs expériences dans différents ateliers parisiens, nantais, sur Tours. Et à Angers, chez deux luthiers, Andrea, que j'ai déjà nommé tout à l'heure, et Patrick Robin, où pour moi en tout cas c'est vraiment nos parents de la lutherie. Et eux arrivent à nous guider, ils sont très pédagogues et nous donnent des techniques de lutherie. Alors peut-être que pour eux c'est rien de nous recevoir 1 heure par-ci par-là, mais pour nous c'est énorme. Et pour revenir quand même à ta question initiale, c'est quand même assez compliqué en France de trouver un emploi chez un luthier. Il faut pouvoir bouger dans les pays étrangers en fait. Il y a beaucoup de places en Allemagne ou en Angleterre par exemple. Donc là il y a possibilité de trouver un emploi. Pour le coup moi j'avais vraiment envie de rester en France et dans l'ouest de la France. Donc j'ai eu une demande pour vendre un de mes violons et je me suis dit c'est peut-être le moment de me lancer tout en continuant d'apprendre dès que j'ai l'occasion chez des luthiers ou alors par le biais de stages qu'une association de lutherie en France organise où on est par petites dizaines de luthiers pendant une semaine chez notre fournisseur de bois dans un chalet réaménagé en atelier de lutherie. Une ambiance très chouette. Extra. Voilà. Et où des luthiers du monde entier en fait viennent nous apprendre leur technique pendant une semaine. Donc j'ai eu la chance il y a une bonne année d'apprendre les retouches de vernis avec une luthière londonienne qui est très reconnue dans le métier. Et c'est formateur en fait parce que moi je n'ai que 32 ans mais il y avait des luthiers qui avaient la soixantaine, 70 ans qui étaient avec nous à continuer d'apprendre les techniques aussi. Et je pense que tout au long de notre vie on va apprendre et c'est chouette de se dire que c'est pas acquis. Ouais. Exactement. On n'est pas arrivé et on a beau être un bon expert, il y a toujours et on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre, quel que soit son âge d'ailleurs. Oui. Et ça c'est extrêmement motivant, j'imagine, dans ce que tu racontes de ton histoire, c'est quelque chose qui te parle d'autant plus. Oui, et c'est vrai que si c'est à refaire, je le refais tout de suite parce que je sais qu'il y a d'autres stages qui vont avoir lieu sur d'autres thèmes des instruments de musique. Donc c'est pour ça, je dis souvent que je me suis installée, mais je me suis pas installée en me disant c'est bon, je suis là, je suis luthière, je connais mon métier et j'y vais à fond. Alors j'y vais à fond, je connais mon métier, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis ça me permet de vivre quand même un minimum et de vivre de ma passion. Donc c'est quand même chouette. Et ce que j'entends aussi de ton parcours jusqu'à présent, c'est aussi, il y a deux éléments avec l'autre, en fait, avec l'autre avec un grand A. C'est à la fois le soutien que tu as pu recevoir de tes parents, mais aussi de luthiers qui t'ont inspiré pour aller vers ce métier-là. Et puis maintenant que tu es luthière, cette importance que tu accordes à faire partie d'une communauté de luthiers pour ne pas te sentir isolé aussi. J'imagine que quand on est entrepreneur à son compte, c'est un risque potentiel d'être très isolé. C'est vrai. Donc vraiment d'être ouverte aux autres pour vraiment aller enrichir ta pratique et rester curieuse en fait de tout ce qui est possible. Mais on sent que vraiment l'autre personne est quelqu'un qui a été important sur ton chemin et qui l'est encore, quel que soit son titre en fait, que ce soit un parent, un luthier qui t'a inspiré, ton ami, et puis les luthiers, tes pairs aujourd'hui. Oui, complètement. Alors moi je pense que c'est très important d'évoluer avec les autres, que tout seul dans son coin. Je pense qu'on évolue peut-être, mais peut-être pas aussi vite et on se pose pas peut-être les bonnes questions. Et de rencontrer les autres luthiers pour le coup dans le lutherie, on se remet perpétuellement en question et puis on s'entraide entre nous. Notre génération de la trentaine qui s'installe, on s'appelle régulièrement pour se donner des conseils et je trouve ça chouette parce qu'on a toute notre vie, on va évoluer ensemble. Et on a beau être solitaire, mais dans notre travail en tout cas, on sait qu'on peut compter sur les uns et sur les autres. Alors c'est sûr que nos collègues ne sont pas à côté de nous dans notre atelier, mais sont
dans le nord de la France, dans le sud, à l'étranger, en Chine. Et voilà, c'est chouette de rester en contact avec tous ces gens-là. Et on peut que apprendre ensemble et évoluer ensemble. Et pour moi, oui, ça me tient à cœur. Alors, c'est pas forcément évident, des fois, d'aller à la rencontre des grands luthiers. Ils nous impressionnent. Et voilà, on se dit, oh là là, ils vont juger notre travail, comment ils vont nous percevoir. C'est beaucoup d'interrogations. Mais en même temps, si on ne se lance pas, eh ben, on ne va pas progresser, en fait. Donc, ouais, c'est très important. Et le soutien de tes parents aussi, je pense, a été déterminant, puisque c'est quand même... alors, j'entends que ton papa était du coup musicien et très passionné par la lutherie, donc ça a créé cette envie, cette passion chez toi. Mais on peut imaginer aussi que pour un parent, voir son enfant partir vers un métier qui n'est pas une évidence en termes de perspective professionnelle, ça peut être un frein aussi pour des parents. On entend ça souvent, c'est mais vers quoi ils s'engagent, etc. Donc voilà, qu'est-ce que ça a été pour toi, ce soutien dans ton choix d'aller vers Alors c'est vrai que c'est très important et je les remercie énormément parce que c'est aussi grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Ils m'ont jamais mis des barrières en me disant oh là là, c'est un métier, c'est très compliqué d'en vivre, de faire sa place, etc. Alors certes, mon papa connaissait un peu le métier. Il n'est pas luthier, mais il est autodidacte. Et il avait quelques contacts avec quelques luthiers. Donc il savait bien que c'était un métier difficile. Mais eux, je pense qu'ils ont privilégié aussi bien pour mon frère que pour moi nos passions avant tout, avant de se dire non, on va leur dire de faire un autre métier qui sera beaucoup plus stable financièrement. Et là, c'est vrai que je les remercie énormément parce que je pense que si j'étais partie dans une autre branche, je serais peut-être pas heureuse au quotidien. Alors que malgré toutes mes interrogations, je suis heureuse au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, je les remercie énormément. C'est eux qui nous ont aidés à chaque fois, je parle on parce que c'est mon frère aussi, nous ont aidés à monter nos dossiers pour nos écoles respectives. Sans eux, je suis pas sûre qu'on serait là au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, si un jour j'ai la chance d'être maman, j'espère que je pourrai transmettre ce que mes parents m'ont transmis en termes d'études, en fait, de leur dire, oui, on va essayer de faire en sorte que tu puisses vivre de ta passion. Ouais. Appuyer au mieux, en fait, la passion et l'intérêt que son enfant a pour tel ou tel sujet, en fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis au jour d'aujourd'hui, ce qui est agréable aussi, c'est que je partage énormément avec mon papa en lutherie. Lui me donne un regard que moi, j'ai pas forcément sur la lutherie, du fait que lui, il est autodidacte et qu'il a appris tout seul par les livres. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc il a beaucoup cherché. Les luthiers lui ont pas forcément ouvert la porte parce que c'est un métier de secret où les autodidactes ne sont pas forcément les bienvenus. Et pour moi, il y a autodidacte et autodidacte. Et c'est pas parce que c'est mon papa, mais je trouve que lui, pour le coup, il a un regard sur la lutherie qui est vraiment respectueuse. Et les instruments, quand il les voit, il respecte l'instrument. Moi, il m'arrive à me donner une vision sur la lutherie pure que je n'ai pas. Parce que moi, on m'a donné toutes les bases. À l'école, on m'a donné un book avec toutes les bases de comment fabriquer un instrument. Et comme lui, il a dû chercher tout cela dans les livres, il a beaucoup réfléchi, et bien du coup, il me transmet ceci au fur et à mesure. Et moi, je lui transmets les bases que j'ai apprises. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est hyper formateur aussi d'être auprès de lui, pas quotidiennement, parce qu'il a sa vie aussi. Bien sûr. Mais de temps en temps, c'est hyper formateur. Ouais. Et puis c'est un territoire, c'est votre territoire aussi de rencontre et de partage. Et donc c'est comme ça aussi que vous faites grandir votre relation aussi père-fille. Oui, complètement. Et puis on a un projet tous les deux. On ne sait pas quand est-ce qu'il va aboutir, mais on a vraiment envie de le faire. En fait, le luthier que je parlais en début d'interview, que j'allais voir quand j'étais petite avec mon papa, il est décédé il y a quelques années. Et sa femme, avec qui on s'entend très bien, nous a légué un peu de bois pour fabriquer un quatuor. Donc 2 violons, un alto et un violoncelle.
Donc voilà, donc notre but avec mon papa, c'est de faire ce quatuor-là en hommage à Ricardo, il s'appelait. Pas dans le but de vendre ses instruments, mais vraiment dans le but de lui rendre hommage. C'était pas un luthier conventionnel comme tous les autres luthiers. Il était bien à part, Ricardo. Mais voilà, on a vraiment envie de partager ce moment-là ensemble pour lui en fait. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va aboutir. On commence là à réfléchir sur les plans des instruments, quel type on va faire pour le coup en fonction de ce que aimait Ricardo à l'époque. Voilà le type de vernis qui lui me faisait sur ses instruments. Donc ça va être beaucoup de questions de choix. Oui. Et ça va être un projet à deux, nous deux. C'est un magnifique projet, je trouve. Ouais. Vraiment, on sent qu'il y a cette envie de transmission, c'est à la fois transmettre, parce qu'il y a eu une transmission de ce qu'aimait Ricardo à vous, hein, ce qui vous a été légué par son épouse. Et puis ce projet à deux, père-fille, de cette histoire qui a commencé comme ça, en fait, qui a commencé par cet amour de la lutherie de ton papa, qui t'a fait connaître ce monsieur, Ricardo. Oui. Et là, maintenant, te voilà luthière et il y a une sorte de retour aux sources, avec la possibilité de créer à quatre mains un quatuor. Ouais, c'est super joli. Voilà. Et quelque part, je reviens à cette phrase que j'ai trouvée magnifique que tu as dit tout à l'heure. Là, c'est l'âme de Ricardo. Vous allez essayer de faire résonner dans ces instruments. Ah, complètement, oui. C'est vraiment notre but, en fait. C'est ce qu'on souhaite pour lui. Et en fait, c'est la seule idée qu'on ait eue pour pouvoir montrer aux Angevins que Ricardo existait. Il était là. Certes, c'était pas un luthier conventionnel, mais voilà, il a aussi cette âme de luthier angevine, parce qu'il y a une grande part d'âme à Angers en termes de lutherie, et qui n'est pas donnée dans toutes les villes. Donc oui, c'est un projet qui est magnifique. On ne sait pas sur combien de temps on va le faire, parce que moi, il faut quand même que je continue aussi à l'atelier avec mes clients et pouvoir vivre à côté. Et puis, le but aussi de ce quatuor, c'est à la fin d'essayer de créer un petit concert sur Angers. Voilà, en expliquant la vie de Ricardo, en invitant les amis de ce luthier-là qui ont fait des petits récits sur lui, des photos, etc. Voilà, de recréer vraiment un moment Ricardo Perlwitz à Angers. Ouais. Et de remettre encore une fois du lien entre les instruments, les instrumentistes et puis le public. Voilà. Super. Donc, ouais. C'est un chouette projet. Oui. Qui nous donne des étoiles dans les yeux, qui nous demande beaucoup d'interrogations, par où commencer, etc. Mais je pense qu'une fois abouti, on sera vraiment heureux de l'avoir fait ensemble, à quatre mains, et en allant vraiment dans la direction que Ricardo souhaitait, en fait, de lui garder son âme de luthier. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Oriane. Je te souhaite une belle route sur ton chemin de luthière. Merci. Et je sens que ton âme va résonner encore longtemps dans le monde de la lutherie. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci à Pauline pour son temps, sa confiance et son accueil chaleureux pour l'enregistrement de notre conversation, puis pour son invitation à un déjeuner non prévu et adorable qui nous a permis de prolonger nos échanges avec joie et simplicité. Je souhaite à Pauline de continuer d'écrire avec la passion et la douceur déterminée qui la caractérise, sa partition de luthière de manière authentique et singulière, et il me tarde d'assister au concert du quatuor à cordes que Pauline et son père auront imaginé, dessiné et fabriqué à quatre mains. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si vous voulez en savoir plus sur Pauline et son travail, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook ou encore Instagram, Pauline Rito
luthière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout